C'est parfait. Donc, je disais que pour ce qui concerne donc le maximum de vraisemblance, les tests qu'on avait, enfin, la seule hypothèse qu'on avait faite dès le départ, c'est que euh, les résidus sur les lois normales. Okay, donc, c'est l'hypothèse de la normalité des erreurs qu'on a supposée pour pouvoir écrire la vraisemblance. Donc, parce que si vous vous souvenez-vous bien, on avait dans cette formule donc, de la vraisemblance, donc vous voyez bien sigma carré 0,5, donc racine carrée de sigma carré et tout ça. Ça vient du fait qu'on a supposé que les erreurs sur une loi normale, donc la densité de la loi normale, c'est 1 sur sigma racine carrée de 2 pi exponentielle de moins demi de voilà, epsilon carré sur sa variance au carré. Voilà, donc c'est cette hypothèse-là seulement qu'on peut vérifier, okay? L'hypothèse de la normalité des erreurs qu'on peut vérifier dans le cadre donc, de l'estimateur de maximum de vraisemblance. Mais dans le cas de MCO, on a fait plusieurs hypothèses. Premièrement, la normalité des erreurs, la non-autocorrélation des erreurs, l'homocédacité des erreurs et quoi d'autre là ouais, c'est essentiellement ces hypothèses-là qu'on va essayer de tester pour voir si elles sont vérifiées. Parce qu'on a supposé ces hypothèses avant de travailler. Donc, si ces hypothèses sont vérifiées, ben, ça veut dire que tous les résultats qu'on a, c'est correct. Mais si jamais ces hypothèses ne sont pas vérifiées, ben, ça veut dire que les résultats qu'on a ne sont pas utilisables parce que ces résultats sont sous-jacents ou bien sont conditionnés par des hypothèses qu'on a faites dès le départ. Donc, aujourd'hui, je viens pour vous présenter un peu comment vérifier ces hypothèses-là. Donc, ce sont des tests après estimation. Donc, il y a le test de la normalité des erreurs. Et puis, après, il y a le test de la non-autocorrélation. Donc, je vous présente le cadre graphique et le cadre non graphique. Après, il y a le test donc, de l'homocédacité des erreurs. OK? Parfait. Alors, on va y aller avec la normalité des erreurs. Donc, on avait déjà estimé un modèle. Le modèle qu'on avait estimé, c'était un modèle qui nous donnait donc, on connaissait le Y, on connaissait le X, on a estimé aussi le bêta. Bon, donc, je vais vous faire voir ce que c'est que le bêta. Donc, le bêta, c'est 0,0127. OK? Donc, avec ça, on peut calculer les erreurs ou les résidus. Donc, les résidus, c'est Y moins X fois bêta chapeau. Bon, bêta chapeau, c'est ça. Parce que le bêta chapeau, c'est ce qu'on a estimé. OK? Donc, on peut le calculer. Donc, vous aurez un vecteur, effectivement, des erreurs. Donc, vous voyez, certaines valeurs sont négatives, certaines valeurs sont positives. Autrement dit, parfois, on a sous-estimé, parfois, on a surestimé. Ce qui fait qu'on a des erreurs d'estimation qui sont positives et négatives. Si vous voulez essayer de calculer la moyenne des erreurs, voilà, ça vous donne moins 0,0051. Donc, la moyenne des erreurs, ben, c'est presque zéro. Okay? Donc, les erreurs se compensent pratiquement. Et puis, je vais essayer de représenter les erreurs. Donc, je fais plot résidu. Ça va nous donner une courbe, en fait, des erreurs. Je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous le voyez? La figure? Oups. Non. OK. OK. C'est parfait. Là, vous voyez? Oui, oui. Voilà. Donc, les erreurs, c'est un truc de ce genre. Donc, les erreurs, donc, vous pouvez regarder pour voir ce qu'elles suivent une loi normale. Vous voyez? Donc, ouais, bon, son histogramme ne ressemble pas vraiment à celle d'une loi normale. Hein? Vous connaissez la loi normale, non? C'est quelque chose qui est un peu comme ça. Ce n'est pas étalé à gauche, là. Ça devrait juste être quelque chose comme ça, mais cette partie-là, ça ne ressemble pas à la loi normale. Donc, déjà, vous avez une idée
si votre erreur suit la normale et tout, mais graphiquement, vous ne pouvez pas vraiment évaluer là, parce que il faut aller avec des... Qu'est-ce qui se passe? Ok, il faut que je partage l'écran. Ok, voilà. Donc, on va devoir utiliser donc des tests qui ne sont pas des tests graphiques, ok, pour comprendre un peu si les erreurs suivent une loi normale ou pas. Donc, un des tests qu'on utilise souvent, c'est le test de Kolmogorov-Smirnov. Donc, c'est un test qui vous renvoie une valeur. Si la valeur est 0, ça veut dire que c'est l'hypothèse nulle qui est acceptée. L'hypothèse nulle, c'est la normalité des erreurs. Si la valeur qui sort, c'est h égale à 1, ça veut dire que c'est l'hypothèse alternative qui est acceptée. Donc, il n'y a pas de normalité des erreurs. OK? Bon, bien entendu, ça dit que quelque chose que vous voyez graphiquement, ça peut vous paraître ne pas suivre une loi normale, mais quand vous allez faire le test, parce que le test, c'est théorique, donc il essaie de comparer des valeurs. Il ne fait pas une représentation graphique. Donc, à vue d'œil, ça peut ne pas vous paraître normal, mais le test, puisque le test est à des seuils donnés, donc à un seuil donné, donc on se donne une marge d'erreur. OK? C'est parfait. Alors, donc, on va faire le test de Kolmogorov-Smirnov. Donc, c'est KS test. Donc, c'est juste ça dont vous avez besoin. Comprenez que, donc, KS test, faire ça. Donc, vous allez dans Help KS test. Bon, moi, comment je l'ai retrouvé? Moi, je connaissais déjà que le test de Kolmogorov-Smirnov fait les tests de normalité. Et puis, comme j'utilisais beaucoup R, je savais que dans R, c'est KS test. Donc, j'avais tapé dans MATLAB KS test pour voir si c'est la même chose. Effectivement, c'est la même chose parce que MATLAB et R sont proches. Mais vous, par exemple, vous pouvez taper dans Google comment test de normalité dans test de normalité dans MATLAB. Et puis, il va vous faire sortir des choses. Assurément, il va vous montrer des tests graphiques aussi. Mais vous pouvez taper test de normalité non graphique, par exemple. Et puis, il va vous faire sortir Kolmogorov-Smirnov. Et puis, vous pouvez même faire plus de précision. Test de Kolmogorov-Smirnov dans Google pour voir ce que ça va donner. Bref, c'est un peu comme ça. Vous pouvez chercher certaines informations quand vous en aurez besoin parce que c'est évident, vous ne pourrez rien, vous ne pouvez pas tout apprendre. Il suffit juste de savoir comment aller chercher les informations quand quand le besoin va se présenter. OK? D'accord, donc KS test, on va voir ce que ça donne. Et ils nous disent quoi? Alors, donc il disait que si vous faites H égale à KS test, ça fera le test de Kolmogorov-Smirnov pour déterminer si votre variable aléatoire X peut être générée par une loi une loi de distribution normale, donc une loi normale standard. Okay. Donc 0, 1. Okay. Donc vous êtes en train de voir si la variable x que vous êtes en train de tester suit la loi normale 0, 1. Okay. Donc si c'est 0, si vous trouvez h égale à 0, ça veut dire qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Si vous trouvez h égale à 1, ça veut dire que on rejette l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Donc, on accepte l'hypothèse alternative. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, pour plus de détails encore, si vous avez besoin de plus d'informations, bon, vous pouvez encore aller un peu plus loin pour ceux qui veulent être programmeurs et tout. Donc, ici, je vais exécuter, puis on va tous voir. Là, il nous donne h égale à 1. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les erreurs ne sont pas normales. Donc, bon, ça veut dire que je vois bien
Parce que quand j'ai vu le graphique, je me suis dit que, OK, ça ne doit pas suivre une loi normale. Donc, vos présomptions sont confirmées par un test théorique. OK? Parce que quelqu'un peut avoir des problèmes de vue. Et quand il voit ça, il peut dire, ah, au regard du graphique, on voit que ça suit une loi normale, mais c'est sur quelle base? Il dit que ça suit une loi normale. Donc, il faut aller faire quelque chose de... Désolé. Il faut aller faire quelque chose de pratique. D'accord? Donc, c'est ça. Est-ce que c'est clair ce niveau, le test de normalité pour le Kolmogorov-Smirnov? D'accord. OK. Donc là, je vous présente aussi le test de Jacques Béra. Donc, Jacques Béra, bon, ce sont les premiers qui avaient fait les tests de normalité. Kolmogorov-Smirnov, c'est quand même ceux qui ont suivi un peu le mouvement. Mais Jacques Béra, vous pouvez regarder un peu aussi qu'est-ce qu'il fait, Jacques Béra. Jacques Béra test. Donc, alors, Jacques Béra test vous fera donc le test de Jacques Béra pour tester si votre variable aléatoire fit bien suit une loi normale. Donc le vecteur x vient d'une distribution, si le vecteur x vient d'une distribution normale, alors il va vous donner h égale à 0. Si ça ne suit pas une distribution normale, il va vous donner h égale à 1. Donc c'est exactement la même chose que précédemment, que le cas de Kolmogorov-Smirnov. On va voir si ça va donner 1 aussi. OK, ça donne 1 aussi. Donc, ce qui veut dire que les deux tests confirment que les lois ne suivent pas une loi normale. Alors, j'ai mis quelques informations ici aussi pour vous aider. Donc, vous pouvez aussi faire l'histogramme pour voir. Donc, ça, c'est pour vous-même, pour faire votre recherche. Donc, histogramme de résidus. OK. Donc, c'est ça. Ça vous donne l'histogramme. Alors, quand vous voyez ça, vous voyez que ce n'est pas l'histogramme d'une loi normale parce qu'une loi normale serait quelque part là. Je vais... Oups. Alors, je vais faire autre chose. Je vais faire le kernel density. Bon, qu'est-ce que ça? Kernel density, ben, il vous trace en fait la distribution de votre variable. OK? Il trace la distribution de votre variable. C'est une méthode non paramétrique. Bon, je sais que vous n'êtes pas... Mais il va vous tracer la distribution, la fonction de densité donc de la variable, et puis vous pouvez la comparer directement avec celle d'une loi normale. OK. Donc, je vais vous projeter. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, il vous a tracé la densité. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de tracer sur ce même graphique, tracer la densité de la loi normale pour voir, OK, est-ce que les deux coïncident ou pas. Attendez, je vais voir, on peut faire ça en même temps. Et là, il faut, attends, on va aller dans Help, KS Density. On va voir comment on le fait. Et puis, alors, donc il y a KS Density specifies the vector of two-column matrix of values where the density estimate is to be evaluated. No. Bon, ça directement, compute a probability density estimate of the sample in the vector of two-column matrix. Okay. For b-value data is created. Est-ce qu'il peut construire la loi normale? Bon, s'il ne peut pas faire ça, on ne va pas trop souffrir. Il faut juste aller questionner Google
pour voir comment construire la densité de la loi normale, ok, dans, dans MATLAB. Okay. Je pense que ça nous fera une bonne pratique. Ok, c'est parfait. Donc, on va faire une bonne pratique en même temps. Oups, je pense que vous ne voyez même pas mon écran. Oh, désolé. Je pense que vous ne voyez pas ça, tout ce que je faisais avant. Bon, si vous sentez que je suis en train de dire quelque chose qui n'est pas en relation avec ce que vous voyez, interrompez-moi s'il vous plaît. Alors, donc on va aller sur Google pour apprendre, pour chercher l'information. Ok. Donc, okay. Donc là, j'ai mis ça normal distribution dans MATLAB. Ok, on va aller voir ce que ça peut nous donner. Là, il demande donc de... Donc, parfois, il faut aller en information dans le code en même temps. OK. Create a normal distribution object by fitting it to the data. OK. OK. Donc, plot the PDF. Plot X, Y. Y, c'est normal PDF X01. Non. CDF. Ouais. Cumulative. Je pense que CDF, c'est cumulative. OK, voilà. Donc, je pense que gamma distribution, je pense que exactement ce qu'on veut faire, c'est un peu ça. Donc, ici, dans le cours, il vous présente donc la distribution gamma et puis normal distribution. Donc, on va voir, il présente les deux cours. Donc, donc, il y a Y et puis il y a Y norme, puis Y gamme. Donc, c'est deux courbes en fait qui ont été tracées. OK. Donc là, ils ont créé, bon, je pense que norme PDF. Donc, vous pouvez regarder cette fonction qui est norme PDF pour voir ce que ça fait exactement. For comparison, compute the mean, standard deviation, and PDF of the normal distribution that gamma approximates. OK. Donc là, il faut une approximation. C'est pas exactement ce qu'on veut, mais bon, un peu quelque chose de ce genre. Fit distribution log X normal. Je pense que ça, on peut utiliser ça. Donc, vous pouvez, par exemple, donc on va utiliser cette fonction-là. Je vais l'utiliser, vous allez voir. OK? Fit distribution. OK? Donc, je mets fit distribution et puis je mets ma variable résidu et puis je mets normal. Attends, je regarde encore. Oui, je pense que c'est parfait. Le résultat. Oups. Il ne sort pas le graphique. Il n'a pas fait sortir le graphique. Il a juste donné le mu et puis le sigma. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse.
Bon, ok, ok. Ce qu'il fait, lui, il prend votre distribution et puis si vous voulez l'approximer à une distribution normale, il va vous donner, ok, si suivez une loi normale, donc la moyenne serait ça et puis la variance serait ça. Ok, je vois un peu ce qu'il fait. Bon, bref, essayez de faire des recherches là-dessus pour faire. Donc, je disais que le case density, ce que ça vous fait, c'est que ça vous, ça vous trace la densité donc, de votre courbe. Ok. Mais moi, ce qui m'est venu à l'esprit pendant que je vous présentais cela, je me dis que graphiquement, on peut tracer ça, hein, je pense, oui. On peut tracer la courbe de la loi normale là-dessus. Et puis, voir que, OK, il y a un grand écart entre les deux. Bon, je vais regarder ça moi, quand je vais finir avec vous. Essayez de voir ça. Ça, c'est vraiment pour la beauté de la présentation. Sinon, avec le test de Kolmogorov-Smirnov et Jacques Bérin, vous avez la conclusion que votre variable ne suit pas une loi normale. OK, vous pouvez aussi faire le QQ-plot. Je pense que le QQ-plot, c'est un test graphique aussi. Donc, c'est quantile plot. Donc, ça vous permet de représenter. Et puis, il trace une droite qui représente celle du fait, enfin, une droite qui vous dit, OK, si vos points se retrouvent sur la droite, donc votre distribution suit la normale. Mais là aussi, c'est encore graphique, quoi. Donc, ce qui n'est pas graphique, c'est toujours bien apprécié parce que ça manque de subjectivité. Mais quand c'est graphique, il y a une subjectivité qui rentre en jeu. Donc, pour tester la normalité, je vous présente donc KS Density, non, pardon, KS Test et puis Jacques Béra Test. Donc les deux, vous pouvez voir si votre distribution suit la normale. Donc on voit ici que nos erreurs ne suivent pas une loi normale. Donc ça veut dire que votre coefficient bêta, vous ne pouvez pas l'interpréter comme ça. OK? Vous ne pouvez pas l'interpréter. À moins que, à moins que, à moins que vous ayez des observations qui dépassent 30. Parce que souvenez-vous, on avait dit que quand n tend vers l'infini, d'après le théorème central limite, on peut approximer donc, la moyenne qui va sur la normale. Donc, on a utilisé ce principe-là pour démontrer que notre bêta chapeau converge asymptotiquement vers une loi normale. Donc, on a montré que bêta chapeau converge asymptotiquement vers une loi normale. Donc, quand on dit converge asymptotiquement vers une loi normale, ça veut dire que on n'a pas besoin de l'hypothèse de normalité des erreurs. Attendez, je vois. Est-ce qu'on avait besoin de la normalité des erreurs? Non, on n'avait pas besoin de la normalité des erreurs pour montrer que bêta chapeau va suivre une loi normale dans le cadre asymptotique. Okay? Quand le nombre d'observations devient grand. Okay? Mais quand le nombre d'observations n'est pas grand, mais il faut vraiment que les erreurs soient normales avant que bêta chapeau puisse être normal. C'est vraiment important. Donc, c'est le test de normalité vous dira, OK, est-ce que les erreurs suivent une loi normale ou pas? Si les erreurs ne suivent pas une loi normale, vous ne pouvez pas conclure. Mais vous pouvez, si le nombre d'observations est assez grand pour que vous puissiez faire appel vraiment à la convergence asymptotique. Donc, ou bien au fait que bêta chapeau va suivre une loi normale asymptotiquement, même si les erreurs ne suivent pas une loi normale. J'espère que je me fais comprendre. Hein. OK, le deuxième test que je vais vous présenter, c'est le test de non-autocorrélation entre les erreurs. Alors, pour évaluer la non-autocorrélation entre les erreurs, bon, il y a donc les tests graphiques et puis les tests non graphiques aussi. Donc, les tests graphiques ici, bon, c'est moins subjectif. Vous allez voir pourquoi est-ce que c'est moins subjectif. Alors, vous savez déjà pourquoi je fais figure. Vous savez ce que ça fait. Et puis, le subplot, c'est que je divise un peu mon graphique en plusieurs niveaux. OK? Donc, deux niveaux. Donc, je veux faire deux graphiques. Donc, deux graphiques. OK? Donc, quand on a deux graphiques, donc, je veux la première ligne, la première colonne. Donc, le graphique qui sera en première ligne, première colonne.
c'est lui que je présente là. Et donc, le graphique qui sera en première ligne, non, je pense que ça c'est colonne, et puis ligne. Le graphique qui sera en deuxième ligne serait celui-là. OK? Donc, subplot, ça peut dire qu'on va faire plusieurs graphiques. Puis là, je vais vous montrer ce qui sort dans le... Il n'y a pas de résultat. OK. Les graphiques, je n'ai pas trouvé les graphiques dans... Non. C'est bizarre. Est-ce que vous le voyez? Non. Pas de graphique. Parce que là, il est là, ici, mais j'ai du mal à... Je ne le vois pas. Hein. Comment faire ça? Bon, je vais fermer et puis essayer encore. Je vais enlever ça. OK. OK. Voilà. Donc, vous voyez... Oh non, je ne vous ai pas dit ce que j'ai fait. Hein. C'est autocorrélation. OK. Donc, autocorrelation. Donc, c'est la fonction autocore. Donc, ça évalue, ça vous présente donc les autocorrélations vraiment entre les erreurs et ici, ici, ce que vous voyez, ça c'est 0. Donc, on voit que ça dépasse la barre là. Vous voyez, la barre bleue, c'est le seuil des 5%. OK? Et puis, si ça dépasse, c'est qu'il y a une autocorrélation. Si ça ne dépasse pas, vous voyez que toutes les barres, tous les petits points, ça c'est d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous voyez, donc les lags, les retards. Donc, celui-là représente l'autocorrélation, enfin, la corrélation entre epsilon t et epsilon t. Bon, bien évidemment, ça donne 1. Parce que ils sont, comment je vais dire, c'est une corrélation avec lui-même, donc c'est parfait. Donc, et là, ça c'est retard. Donc, lag 1, c'est ça. Donc, epsilon t avec epsilon t moins 1, on voit que ben, c'est en bas donc, de cette barre-là. Donc, tout le reste même est en bas. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de retard possible entre les erreurs. Donc, graphiquement, vous pouvez voir que il y a non-autocorrélation, effectivement. Donc, l'hypothèse de non-autocorrélation entre les erreurs n'est pas violée. OK? Bon, là, je vous disais que je fais le subplot, donc ça met votre... ça subdivise le graphique en deux parties. Donc, la deuxième partie, je n'ai encore rien construit. Ce qui fait que c'est comme ça. Donc, je vais aller construire là-dessus. Vous allez voir. Donc, vous voyez. Donc, sur ça, donc, on a deux graphiques finalement. Bon, je voulais vous mettre aussi, je voulais vous montrer juste cette astuce-là aussi. Pour dire qu'on peut toujours construire plusieurs graphiques donc, sur le même graphique. Plusieurs images, plusieurs représentations. Donc, c'est subplot. Vous pouvez faire des recherches là-dessus après. Donc, graphiquement, il n'y a pas d'autocorrélation. OK. Alors, mais on va essayer de confirmer ce test-là par le test de Logumbox. Logumbox, c'est un test théorique. Et aussi, ce monsieur, comment il s'appelle? Durbin Watson. Donc, certains ont déjà entendu parler. C'est Durbin Watson, donc DW test. Donc, Logumbox aussi, c'est LBQ test. Donc, il faut juste taper LBQ test de résidus. Et puis,
Si vous trouvez h égale à 0, ça implique que l'hypothèse nulle est acceptée, enfin ne peut pas être rejetée. Or, l'hypothèse nulle, c'est non-autocorrélation. Donc, on va voir si on va trouver effectivement h égale à 0. Ok, effectivement, h donne 0. Pour dire que le modèle donne des erreurs qui ne sont pas autocorrélées. Ok. Pour celui de Dobben-Watson, en fait, c'est que il faut comprendre la spécificité de chaque test. C'est que le test de Kolmogorov-Smirnov, le test de Jacques Béra et le test de Lugenbox, vous pouvez les appliquer directement sur le résidu parce qu'ils prennent seulement des variables et puis ils font le test sur une variable sans tenir compte si ces variables sont issues d'un modèle ou pas. Donc, vous voyez bien, c'est juste la variable de résidu que je mets là-dedans. Par contre, le Dobben-Watson, quand j'ai fait les recherches, en fait, ce qui se passe, c'est que Dobben-Watson, ça ne prend pas en compte une variable. Donc, essayez de lui mettre DW test, et puis mettez résidu là-dedans. Vous allez vous rendre compte qu'il refuse. OK? Donc, ce qu'il prend, c'est le modèle même, l'estimation. Donc, c'est pour ça que j'ai dû refaire notre estimation en le mettant donc dans une variable qui s'appelle model. Je vais exécuter ça. C'est l'estimation. Donc, vous voyez bien ce qui sort après estimation. C'est vraiment ce tableau d'estimation-là. Et donc, c'est tout ce tableau que lui, il prend. Il prend ce tableau et puis il essaie d'évaluer si vraiment il y a une autocorrélation entre les erreurs. Okay, si c'est ce qu'il veut, ben je lui donne. Donc, et j'essaie de regarder la p-value qui sort. Donc, si la p-value dépasse les 5%, ça veut dire que on ne peut pas, on court un grand risque en rejetant l'hypothèse nulle. Okay? Si la p-value dépasse 5%, donc il ne faut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, il faut accepter l'hypothèse nulle qui est la non-autocorrélation. Okay? Donc, on va voir effectivement si la p-value que va nous donner ce test-là sera effectivement supérieure à 5% pour confirmer que les erreurs sont non autocorrélées. Et voilà, bingo, on trouve 0,72 pour dire que on court ce risque-là, 72% de risque en rejetant l'hypothèse de normalité des erreurs. Donc, on garde l'hypothèse de normalité des erreurs. Donc, les erreurs sur... oh, pardon, c'est pas normalité, l'hypothèse de non-autocorrélation. Excusez-moi. Le Dobben-Watson, c'est non-autocorrélation. Le Lugenbox, c'est non-autocorrélation. Kolmogorov-Smirnov, c'est normalité. Jacques Béra, c'est normalité. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que je vais pas vite, hein, parce que j'ai l'habitude de parler vite aussi parfois. Il n'y a pas de questions? Ok, c'est parfait. Alors, on va voir le dernier test, c'est le test de l'homocédasticité des erreurs. Ok. Là, c'est juste un seul que... Donc, c'est un test vraiment de la variance. On veut voir si la variance des erreurs est la même partout. Donc, j'ai trouvé ce test-là qui est très bien. C'est-à-dire que si h égale à 0, c'est que les erreurs sont homocédastiques. Si h égale à 1, donc les erreurs ne sont pas homocédastiques. Donc, on peut juste... OK. On va, OK. Donc, h égale à 0. Donc, nos erreurs sont homocédastiques. Donc, tout ce qui cloche ici, c'est la normalité des erreurs. Et vu que le nombre d'observations qu'on a, c'est T1, c'est 21. Donc, on n'a pas assez d'informations pour dire qu'on peut s'en passer. Non, on ne peut pas s'en passer parce que on n'est pas dans un cadre asymptotique. Si le T était plus de 30, on serait dans un cadre asymptotique et puis dire, OK, même si les erreurs ne suivent pas une loi normale, bêta chapeau suit quand même une loi normale. Pourquoi on a besoin que bêta chapeau suive une loi normale? C'est parce que c'est ça.
C'est à cause de ce truc. C'est à cause de T-stats. Donc, vous voyez, T-stats, vous savez ce que ça veut dire? La statistique de test de student, le test de student. Pour dire que student, vous savez comment ça se calcule? C'est quoi déjà? C'est, vous prenez votre variable. Donc, je vais mettre bêta chapeau. OK. Moins 0. Parce qu'on veut faire le test. On veut voir si bêta chapeau est nul ou pas. Divisé par sigma. Bon, bien, variance de bêta chapeau. OK. Je vais racine carrée de la variance de bêta chapeau. OK. Alors, pourquoi on a mis T de student? C'est parce que quand on est sous l'hypothèse de normalité de bêta chapeau, c'est que celui-ci va suivre la loi normale et la variance de bêta chapeau va suivre une loi de qui 2. OK? Et donc, une loi normale divisée par racine carrée d'un qui 2, en fait, suit une loi de student. Donc, en réalité, cette grandeur suit une loi de qui 2 sous l'hypothèse que bêta chapeau suit une loi normale. Donc, si bêta chapeau ne suit pas une loi normale, c'est que ces valeurs-ci ne sont pas utilisables. Donc, vous ne pouvez pas dire si vos variables, vos valeurs sont significatives ou pas. Donc, les pi-values, par exemple, regardons, 0,03, donc c'est significatif. Ça aussi, c'est significatif à 10%. Ça, c'est significatif même à 5%, 1% même d'ailleurs. Donc, vous allez dire que cette variable est corrélée négativement à cette variable, mais c'est faux, là. Enfin, c'est pas, on ne sait pas, là, parce que ce qui a permis de trouver cette pi-value, c'est ça, c'est ce t-stat. Or, ce t-stat, on a supposé qu'il suit une loi de student, en le comparant à la loi de student. Mais en fait, ça ne suit pas une loi de student parce que bêta chapeau n'est pas normal. C'est vraiment la raison pour laquelle le test de normalité est vraiment important. Mais dans le cas où on a un grand nombre d'observations, on est sûr que le théorème central limite va nous garantir la normalité de bêta chapeau. Donc, d'après ce qu'on avait montré dans les rappels, là, ouais, on avait utilisé que théorème central limite. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Donc, si ça ne suit pas une loi normale, vous ne pouvez pas interpréter. Vous ne pouvez pas interpréter. Vous ne pouvez pas interpréter ici. C'est la raison pour laquelle on fait les tests de normalité. Maintenant, dans notre cas, par exemple, quelqu'un peut me poser cette question. Dans ce cas où les autres tests sont corrects et que le test de normalité n'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est là tous les mots de tête. Hein. Bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Soit faire une estimation non paramétrique. Donc, mais l'estimation de vraisemblance aussi, on suppose la normalité des résidus. Donc, c'est ça. À moins que vous conjecturez une loi sur epsilon. Donc, vous pouvez aller évaluer, trouver la loi donc des erreurs là, ce que je viens de faire, ou récupérer les erreurs, puis essayer de trouver sa loi. Donc, il y a des méthodes quand même pour trouver la loi d'une distribution. Okay. Donc, ça, c'est vraiment avancé encore. Mais c'est tout ça qui donne les mots de tête. Mais ce que les gens font souvent, c'est que soit il faut ajouter d'autres variables, soit il faut retrancher d'autres variables pour voir comment est-ce que ça va bouger un peu. Ou parfois, certains ils vont essayer de voir que peut-être ce n'est pas un modèle linéaire qu'il faut estimer. Donc, il faut aller voir d'autres estimations. Donc là, peut-être qu'il faut mettre le retard donc, de la variable. Donc, il y a le modèle auto-régressif
Donc, plein de choses, en fait, qui vont commencer à se passer. OK? Sinon, estimer le MCO, ça, c'est rien du tout. Mais pouvoir dire que c'est un modèle valide, c'est ça le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le TP, ça avance bien? Vous arrivez à avancer là-dessus? On va... Notre prochain labo serait la date où vous devez ramasser les TP. Je ne sais pas c'est quelle date là, mais c'est juste avant l'intra. Ok, je vais vérifier, puis je vous enverrai un courriel pour vous informer du prochain labo. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions?